Le Front populaire a-t-il accordé les pleins pouvoirs à Pétain? Sous ma vidéo sur les origines du nom et du logo du Rassemblement national, que vous pouvez retrouver ici, j'ai eu droit à une myriade de commentaires du genre la gauche a donné les pleins pouvoirs à Pétain, la gauche est aussi dans le déni de ses travers immondes. Pour ton info, la SFIO vote avec les communistes les pleins pouvoirs à Pétain. Et sans parler des gauchias à tout va, et aussi celui-ci, alors je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Donc vous voulez qu'on en parle? Parlons-en. Mais d'abord, un petit rappel. Le Front populaire s'est constitué en 1935 pour faire face aux ligues fascistes qui tentaient de déstabiliser la République. En 1936, il remporte les élections et choisissent Blum comme président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre. Le Front populaire était constitué de forces politiques disparates et qui ne s'entendaient pas habituellement. Le Parti communiste français, la SFIO, c'est-à-dire le Parti socialiste, et les radicaux qui, à cette époque, étaient un parti centriste, qui a fini par rejoindre l'Alliance sous la pression de son aile gauche. Ils remportent donc les législatives et mettent en place un tas de nouvelles mesures. La réduction du temps de travail qui passe de 48 heures par semaine à 40 heures, 2 semaines de congés payés, l'augmentation des salaires d'environ 12%, et enfin de nombreuses nationalisations qui vont par exemple donner naissance à la SNCF. Quand la guerre commence en septembre 1939, le Front populaire n'existe déjà plus depuis presque un an. Les radicaux, partis centristes dont je vous parlais tout à l'heure, ont fait exploser l'Alliance pour rejoindre la droite. Donc le Front populaire n'a pas pu voter les pleins pouvoirs à Pétain. Poursuivons. Le 10 juin, la France se fait attaquer par l'Allemagne et le 16 juin 1940, face à la débâcle et aux dissensions politiques, le président du Conseil démissionne et propose Pétain pour le remplacer, ce qu'accepte le président de la République, Albert Lebrun. Le 17 juin, Pétain demande l'armistice aux Allemands qui sera signé le 22 juin. Le gouvernement s'installe à Vichy le 1er juillet. Le 10, le Parlement est réuni pour voter les pleins pouvoirs au gouvernement. Le Parlement, qui regroupe l'Assemblée nationale et le Sénat, comporte 925 représentants. Seulement, en raison du contexte troublé, 176 parlementaires étaient absents, soit prisonniers de guerre, encore mobilisés dans l'armée, morts, ou en partance pour les colonies d'Afrique du Nord pour continuer la lutte. Ça fait quand même beaucoup, 176 parlementaires absents. À cela, il faut ajouter les 62 députés communistes qui ont été déchus de leur poste en raison du pacte germano-soviétique signé en août 1939. Le résultat du vote est sans appel. 569 voix pour, 80 contre. Alors, est-ce que la gauche, à défaut du Front populaire, a accordé les pleins pouvoirs à Pétain? Regardons les chiffres. Sur les 569 pour, il y a eu 283 élus de droite et 286 élus de gauche, soit quasiment le même nombre. Donc oui, la gauche a accordé les pleins pouvoirs à Pétain au même titre que les parlementaires de droite. Est-ce qu'il faut lui faire endosser l'entière responsabilité? Bien sûr que non. Surtout si l'on se penche sur le vote en pourcentage. On s'aperçoit alors que 54% des parlementaires de gauche ont voté pour, alors qu'ils étaient 77% à droite. Ce qui est plutôt normal, le projet politique de Pétain parlait plus aux parlementaires de droite. De plus, si l'on regarde qui sont les 80 députés et sénateurs à s'être opposés au maréchal Pétain, on s'aperçoit que 72 étaient de gauche avec Léon Blum en tête. Pour info, Massalia, que vous voyez apparaître sur les camemberts, était le nom du bateau sur lequel étaient les parlementaires pour rejoindre l'Afrique du Nord pour continuer la lutte. Et là encore, il y en avait plus à gauche qu'à droite. Donc voilà, la droite, comme la gauche, a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Seulement la droite l'a fait avec un petit peu plus d'entrain. Alors petite précision qui a son importance, car on raconte un petit peu n'importe quoi sur cette période, on ne votait pas les pleins pouvoirs à Pétain. On votait les pleins pouvoirs au gouvernement de la République. Petite nuance qui a son importance. Pétain s'accaparera les pouvoirs pour lui le lendemain. D'après l'historien Serge Bernstein, ce sont les 3 premiers actes constitutionnels pris par Pétain le 11 juillet qui, outrepassant le texte du 10, constituent une forme de coup d'État en supprimant la République et en instituant un régime de monarchie dictatoriale au profit d'un chef de l'État qui s'est autoproclamé.
C'est terminé pour aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un petit debunk de mes vidéos parce que j'ai eu un tas de commentaires qui m'ont un petit peu saoulé. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi un petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt et cette fois pour parler des Jeux Olympiques. Et d'ici là, restez curieux. Ciao ciao.